Donc merci à toutes et à tous d'être là pour cette rencontre qui a du sens dans cette ville qui est la marraine de l'Amérique. Vous savez que c'est le gymnase vosgien où fut publiée la première carte portant le nom de l'Amérique, en hommage à Amerigo Vespucci, en 1507. Donc ça a évidemment du sens. C'était bien avant que le rêve américain, dont on va en partie parler cet après-midi, la culture américaine, l'idéal de vie américain et la puissance d'attraction des États-Unis parcourent le monde entier. Cette époque où justement le rêve américain faisait florès semble loin aujourd'hui, alors que les États-Unis sont en proie à des doutes et à des fractures internes, tandis que le rôle mondial du pays est de plus en plus remis en cause et tensé par d'autres puissances émergentes. Les États-Unis sont par excellence le pays des extrêmes, vous le connaissez bien mieux que moi, le pays de la grande liberté, de l'innovation, de l'entrepreneuriat, celle qui a enfanté une culture foisonnante, mais aussi le pays de la guerre au Proche-Orient, des fusillades comme quotidien, des outrances de Donald Trump et d'inégalités colossales, on va en reparler, au regard des autres puissances occidentales. Les livres de nos invités, par leurs différences de nature, de ton, d'époque et même de lieu, vont nous permettre d'essayer d'un peu mieux comprendre pendant une heure ce drôle de pays qui fascine autant qu'il répulse à seulement un mois d'une élection américaine qui semble presque être la plus importante de son histoire récente. Je vais vous présenter brièvement par ordre alphabétique, ce sera plus simple. Amy Green, d'abord, bonjour. Bonjour. Vous êtes franco-américaine, spécialiste de la politique américaine. Vous enseignez à Sciences Po Paris et à Boston University. Vous intervenez régulièrement dans les médias et vous avez travaillé avec des décideurs américains, français et européens et contribué à différents think tanks. Vous avez publié différents livres sur les États-Unis, dont cette année, L'Amérique face à ses fractures, qui est publié chez Talendier. Nina Léger, vous êtes romancière, mais vous enseignez aux Beaux-Arts de Marseille, il me semble, où vous habitez. Vous avez publié plusieurs romans, qu'on retrouve d'ailleurs au Salon du Livre, dont Mise en pièces, qui a reçu le prix Anaïs Nin en 2017, et le prix littéraire de la vocation. Et cette année, vous avez publié chez Gallimard, votre éditeur, Mémoire sauvée de l'eau, qui a reçu le prix du roman historique. Et Julia Mail, je le prononce bien, Mali, mais vous inquiétez pas, tout le monde se plante depuis l'école maternelle. Julia Mali, excusez-moi. Comme Nina Léger, vous êtes romancière et vous avez publié votre premier roman, La fiancée de Tocqueville, aux éditions Balland à l'âge de 15 ans. Diplômée de Sciences Po et de la Sorbonne en sciences sociales et lettres modernes, vous êtes également titulaire d'un master en écriture créative de l'Université d'État de l'Oregon. Vous êtes traductrice de l'anglais et vous enseignez l'écriture de fiction à Sciences Po. Et votre quatrième roman, La Louisiane, écrit parallèlement, on en reparlera peut-être en français et en anglais, est paru cette année aux éditions Stock. Je précise, avant de commencer, que les livres de nos invités sont disponibles immédiatement après la rencontre et qu'elles pourront vous les dédicacer. Et ensuite, vous retrouverez les romans au Salon du Livre. Alors, forcément, quand j'ai lu ces 3 livres, je me suis dit que ce qui se prêtait le mieux à notre exercice de cet après-midi, c'est de commencer chronologiquement. Et commencer chronologiquement, c'est d'abord aller arpenter avec vous, Julia, la Louisiane. Votre roman est une histoire fort peu connue, en tout cas que moi je ne connaissais pas, qui se déroule au XVIIIe siècle, lorsque des femmes qui sont considérées comme déviantes par les normes sociales de l'époque étaient alors placées à la Salpêtrière à Paris, bien avant que ce soit un hôpital. Et certaines d'entre elles sont envoyées par bateau dans la Louisiane de l'époque, qui était une colonie française et dont je crois les dimensions étaient bien plus grandes que l'État américain actuel, afin d'épouser des colons français. Et donc on suit 3 femmes, 3 personnages principaux, qui en 1720 partent pour cette aventure mystérieuse, prometteuse, car elle leur permet de sortir d'un univers carcéral que vous décrivez longuement dans le roman et qui est assez sombre. Alors, vous avez découvert cette histoire, je crois, lorsque vous viviez aux États-Unis. Comment ça s'est fait et qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire sur ces femmes ? Bonjour à toutes et à tous. Alors moi, donc, c'est une histoire sur laquelle je suis tombée quand je faisais un master donc, de création littéraire dans l'Oregon, juste au-dessus de la Californie. Et ce qui m'a tout de suite interpellée, c'était tout simplement le fait que cette histoire ait pu tomber dans l'oubli et que ces destins féminins aient été oubliés en Amérique, mais aussi en France, comme souvent, malheureusement, quand on parle de femmes et d'histoire.
Et en fait, c'est en faisant des recherches sur la Nouvelle-Orléans et sur les figures féminines qui avaient pu marquer son histoire que je suis tombée sur la liste des passagères qui ont voyagé à bord de la Baleine, ce bateau qui emmenait donc ces femmes aujourd'hui, donc à ce qui serait aujourd'hui Biloxi dans le Mississippi, mais ce qui se trouvait à l'époque en Louisiane. Et comme vous le rappeliez, c'est vraiment un territoire immense. Il faut imaginer que la Louisiane du début du XVIIIe siècle s'étend du golfe du Mexique jusqu'au Grand Lac. Enfin, c'est titanesque comme territoire. Et ce que je me suis aussi beaucoup posé la question de la marginalité. Vous parliez de ces femmes qui seraient entre guillemets déviantes, et je pense que quand on se souvient des femmes qui ont pu coloniser des territoires, on parle souvent d'elles comme des prostituées, des débauchées, alors qu'en fait c'était l'étiquette qu'on leur collait sur le front pour pouvoir se débarrasser d'elles plus facilement. Et donc moi, ça m'a marqué en fait cette question-là qui, je pense, transcende le temps de la norme et de qu'est-ce que ça veut dire que d'être une femme normale au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, en général, les réponses sont très insatisfaisantes, mais je me suis intéressée donc à ces différents profils de femmes, que ce soit des orphelines ou alors des femmes qui étaient considérées comme criminelles. Ou alors des femmes qui avaient été enfermées par leur famille à la salpêtrière, qui à l'époque était un régime presque carcéral. Cette histoire, elle dit beaucoup de choses dans la façon dont, même avant que l'Amérique ne devienne les États-Unis qu'on connaît aujourd'hui, les Européens projetaient des choses sur cette partie du monde. Il y a quand même cette idée que c'est l'endroit où on repart de zéro, où on peut créer une nouvelle vie. Complètement, et ces femmes-là, en fait, on leur avait menti, on leur avait dit la Louisiane, vous allez avoir votre lopin de terre, c'est un tabac fabuleux va y pousser, dont la vente va pouvoir renflouer les caisses vides du royaume de France, et elles arrivent là-bas, c'est un territoire infesté de moustiques, ce sont des bayous, des paysages qu'elles n'ont jamais vus de leur vie, elles n'ont rien à y faire, et bien entendu, les populations autochtones n'ont aucune envie de les voir débarquer là-bas, donc elles vont se heurter à cette hostilité-là. Et moi, j'ai été intéressée aussi par l'idée de comment est-ce qu'on écrit aujourd'hui sur la colonisation, même si c'est d'un point de vue féminin, et d'embrasser le rôle très ambivalent que ces femmes ont pu jouer. Puisque d'une part, elles étaient victimes, parce que moi, à la salpêtrière, au début du XVIIIe siècle, personnellement, je n'y vivrais pas, mais elles étaient aussi, de par leur présence en Louisiane et dans le Nouveau Monde à cette époque-là, elles participaient à ce système d'oppression plus large. Et donc de trouver comment est-ce qu'on écrit aujourd'hui à ce sujet-là, moi ça a été une des grandes questions qui m'a un peu hantée pendant l'écriture de ce roman. Et votre livre évoque aussi, et ça fera ensuite le lien d'ailleurs avec le roman de Nina Léger, la violence, vous en parliez rapidement, de l'histoire coloniale sur le sol américain, puisque le roman évoque le massacre et le déplacement des populations autochtones. On ira après parler de celle de Californie. Et je crois d'ailleurs que pour documenter cette partie, vous pourrez peut-être nous en parler, vous avez échangé avec un chef amérindien contemporain. De quelle façon cette histoire est-elle transmise et quelles traces a-t-elle laissé dans cette partie des États-Unis aujourd'hui ? Alors, quand j'ai commencé à faire des recherches sur l'histoire de ces femmes, bien entendu, je voulais les replacer dans un contexte historique plus large. Et donc, le chemin de certaines d'entre elles, elles ont pu croiser certaines populations autochtones, dont le peuple Natchez. Et il y a eu en 1729 un soulèvement parce qu'un commandant français avait fait une énième demande aberrante et demandé à plusieurs centaines de personnes de quitter les terres qui les avaient vues naître. Et donc, je me suis dit que j'avais envie de raconter, avec bien sûr toutes les questions éthiques, morales que ça peut soulever, cet épisode historique-là du point de vue d'une jeune femme autochtone. Alors bien sûr, qui suis-je moi pour me mettre dans la peau d'une femme natchez qui serait née à la fin du XVIIe siècle sur les rives du Mississippi. Ça aussi, ça a été une question que je me suis énormément posée, et donc j'ai eu envie de faire... je me suis efforcée de faire des recherches aussi méticuleusement que possible, et pour moi, ça passait par notamment mobiliser des sources qui soient autochtones. De fait, c'est la culture natchez, en tout cas, et une culture profondément qui est orale, et donc
rien que quand on fait en fait une recherche sur Internet, on se rend très vite compte que, bon, on le sait déjà, mais Internet est biaisé. Mais avant de trouver le site officiel de la nation Natchez, il faut plusieurs pages Google. Donc en fait, j'ai fini pendant les remerciements d'une thèse par trouver le nom du chef de la nation Natchez que j'ai contacté sur Facebook, qui au début n'avait aucune envie de me parler, ce que je comprends parfaitement, et qui peu à peu a accepté de répondre à mes questions et qui a finalement eu la gentillesse de relire tous les passages en fait, du roman dans lequel apparaissent des personnages autochtones et qui avait conclu un de ses mails en me disant I like your writing style. J'aime la façon dont tu écris, ce qui avait été pour moi l'un des plus beaux compliments qu'on puisse me faire au sujet de ces chapitres-là. Mais ça avait été très enrichissant de travailler avec lui. Alors on va avancer un peu dans le temps et changer de côte américaine avec vous, Nina Léger, puisque votre roman, Mémoire sauvée de l'eau, débute un peu plus d'un siècle après celui de Julia Mali. Vous commencez il commence en 1848, au moment où débute la ruée vers l'or, en Californie. Et pendant tout ce roman, on va suivre en parallèle cette transformation progressive du paysage et des villes californiennes qui font suite à cette grande aventure humaine qui a été la conquête de l'or, autour de l'histoire d'une ville, principalement Auroville, qui existe, dans laquelle d'ailleurs vous avez été. Et le parcours de Théa, cette fois-ci dans l'Amérique contemporaine, c'est une jeune géologue qui va remonter cette histoire et raconter cette histoire dans laquelle elle a des liens familiaux. Et la première chose que met au jour votre roman, et je vais peut-être lire un rapide extrait, c'est à quel point l'histoire des États-Unis est inextricablement liée à l'utilisation, la spoliation, l'abus des matières premières, et notamment l'eau. Ainsi, Sutter construit ce qu'on nomme un empire, son fort devient prospère, lui devient riche, et pour que le fort soit plus prospère et lui plus riche, il a besoin de bois, du bois pour faire des granges où stocker le grain et fabriquer des barrières entre lesquelles enfermer les troupeaux, du bois pour fumer les saumons, du bois pour le débiter en planches et le vendre, car il y a tant d'arbres sur les collines en amont que ce serait un crime de ne pas en profiter. Sutter est de ces hommes qui savent que lorsqu'une terre vous est donnée ou que vous la prenez, il vous revient de cultiver ce qui peut l'être, d'exploiter ce qui le mérite, de vendre ce qui s'y produit. C'est un grand livre sur l'utilisation des matières premières comme ciment, comme ferment de la construction de l'Empire américain. Oui, absolument. Et on parle de terre, mais on parle aussi d'eau. Et je crois que ça... Donc, par un cheminement qui serait un peu long à raconter, j'ai été amenée à ce lieu qui s'appelle Auroville. Et j'ai cru que j'allais raconter l'histoire d'une ville, mais je me suis aperçue qu'en fait, cette ville étant née de la ruée vers l'or, j'allais en fait raconter l'histoire de la rivière qui coule à côté de cette ville, parce qu'on dit souvent que les villes sortent de terre, mais en l'occurrence, les villes qui naissent de la ruée vers l'or sortent beaucoup de l'eau, de cette eau dont on tire l'or. Et c'était fascinant de voir à quel point ça vaut pour Auroville, ça vaut pour toutes ces villes comme ça qui naissaient. Il y a une expression qui revient sans cesse dans les journaux, on dit que les villes naissent overnight. Donc en une nuit, hop, il y a une ville. Mais c'est pas seulement des villes, c'est vraiment un État entier, et que ce qui vaut pour ce moment de 1848 où on découvre de l'or dans les rivières, donc d'abord dans l'American River, puis dans la Feather River, qui est celle qui m'a intéressée et dont j'ai raconté l'histoire, ce qui vaut à ce moment-là, c'est écoulé ensuite jusqu'au moment présent, mais qu'en tout cas, vraiment, il n'y aurait pas eu de Californie s'il n'y avait pas eu cette maîtrise des eaux. C'est d'abord les chercheurs d'or qui arrivent avec simplement une bâtée, et puis ensuite on commence à construire des barrages de plus en plus grands, et toutes ces choses-là ont donné ensuite des pratiques d'irrigation, de stockage, des canaux, etc., etc. Et que toute cette histoire un peu glorieuse de la Californie, ou en tout cas qui correspond, c'est une épopée, c'est une construction, combien cette construction est profondément destruction, puisque pour tirer des choses de l'eau, il faut aussi entièrement nier les personnes qui s'y trouvent. Et les nier, c'est les détruire, mais aussi ne même pas voir que ces personnes ont construit des choses, des liens avec les éléments, des liens avec la terre. C'est une chose qui est vraiment fascinante. C'est la conviction qu'ont les colons qui arrivent que ces terres sont vierges, ils n'arrivent pas à y voir d'usage, alors qu'il y a 1000 usages, mais qui ne sont pas des usages d'exploitation. Et comme si les yeux des colons n'arrivaient à voir que
un rapport à la nature qui serait d'exploitation. Quand c'est de cohabitation, c'est comme s'il n'y avait rien. Et vous avez retrouvé, parce que, outre ces deux histoires qu'on suit en parallèle, l'une au XIXe siècle, l'autre dans l'Amérique contemporaine, il y a à certains moments des extraits d'articles de presse ou de rapports de la police locale qui, je crois, alors ça j'aimerais bien que vous nous racontiez comment vous les avez trouvés, comment vous les avez sortis parfois de l'oubli, qui racontent justement la vision de l'époque sur les Indiens, enfin les Amérindiens en l'occurrence, avec des mots extrêmement durs sur une peur de la contamination, une volonté explicite de les détruire. C'est tellement explicite que c'est absolument glaçant, c'est vrai. Oui. C'est donc des coupures de journaux que j'ai trouvées soit sur place à Auroville dans les archives, soit en fait beaucoup des sociétés historiques californiennes ont numérisé. C'est très étonnant quand on regarde l'histoire de ces villes. Quand elles naissent, très vite, des journaux naissent. Il y a plein de journaux locaux. Donc je l'ai utilisé comme source. Et parce que c'est vrai qu'au tout départ, c'était une source. Pour moi, c'était pour mieux me renseigner sur l'histoire des lieux. Parce que ce massacre des populations natives, je pouvais le voir dans des livres à l'échelle de la Californie, mais je voulais vraiment voir ce qui s'était passé spécifiquement pour les peuples qui étaient au nord d'Auroville. Il y avait une quantité de populations différentes en Californie, immense. Et donc au tout départ, pour moi, c'était un matériau. Mais au fur et à mesure que j'avançais dans l'écriture du livre, j'ai élaboré donc plusieurs formes d'écriture. Je voulais que l'écriture qui raconte vraiment l'épopée de l'or et de l'eau fasse entendre le bruit de la rivière. Je voulais que ce soit quelque chose de musical, je voulais travailler des rythmes, je voulais que ce qui se passe au présent soit très incarné, je voulais faire entendre des voix. Et je me suis retrouvée avec comment raconter les massacres. Il fallait les dire, mais c'était inenvisageable pour moi de faire une forme de poésie avec. Je ne voulais pas avoir à chercher le bon mot pour dire ce qui confine à l'innommable. Je ne voulais pas avoir à chercher le bon rythme. Et donc j'ai décidé de traduire simplement ces coupures de presse, aussi parce que je trouve que, je reprends le mot que vous disiez, de glaçant, je pense que ça l'est d'autant plus quand on conserve le document. C'est là aussi qu'on mesure à la fois le temps qui nous sépare et en même temps parfois des échos effrayants avec le présent. Mais ça servait à rien que je le remette dans mes mots à moi, parce que c'est ce qui fait le mieux, je trouve, là, apparaître un esprit d'un temps, et ce qui permet de comprendre pourquoi est-ce que raconter aussi le présent de la Californie, c'est raconter une terre qui s'est pensée glorieuse, mais qui hérite de ça, et qui aujourd'hui est vraiment dans un temps, un moment, où on commence à de plus en plus réinterroger ce qui s'est passé, et d'où la Californie est née, et comment on compose avec cette violence qui a été exercée. Il y a encore, simplement, Auroville, on est au nord de la Californie, hein, pour que les gens placent, donc au nord de San Francisco, Los Angeles, qui sont les villes qu'on connaît le mieux. Il y a encore des populations amérindiennes aujourd'hui, vous en avez vu, il y a des endroits, des... Oui, bien sûr, il y a ce qu'on appelle des rancherias. Oui. Donc des zones réservées très petites. À Auroville, il y en a 3 qui correspondent à chaque fois à 3 communautés qui sont très étonnantes parce qu'elles sont toutes construites autour de casinos. En fait, c'est comme à Las Vegas, les populations natives ont ce privilège de pouvoir avoir des casinos. Et donc c'est très très étonnant ce qui se passe, cette espèce de, comme une forme de culpabilité où en fait des populations très majoritairement blanches, mais elles-mêmes défavorisées, vont perdre leur argent dans les casinos tenus, donc en l'occurrence à Auroville, beaucoup par les Maïdous. Et donc c'est des endroits très, très particuliers où je suis allée. J'ai échangé avec des gens là-bas, mais qui ont vraiment une façon de vivre en aussi décidant de se couper d'une histoire. Parce que c'est vrai que je raconte une extermination et je raconte comment ensuite l'extermination s'est changée. Une fois que les populations ont relativement disparu, soudain les mêmes qui tuaient ont voulu préserver. Mais en préservant, et donc en se mettant à chercher des vestiges, à fonder des musées, il y avait une volonté de figer ces populations dans un passé et dans une espèce d'essence dont elles ne pouvaient pas sortir. Et donc pour beaucoup de personnes et de descendants natifs, ça a été très important de pouvoir échapper à ces images d'Épinal qu'on avait faites pour elles et eux, et aussi d'échapper à la parole des Blancs qui les avaient tellement souvent dit. Et donc, comme le disait Julia, c'est pas facile d'entrer en contact et d'échanger parce qu'il y a toujours l'image du Blanc qui va venir prendre ce qu'on n'a pas envie de lui donner.
On continue de remonter le temps et on change un peu de ton, puisque votre essai, Amy Green, s'inscrit lui pleinement dans l'actualité de l'Amérique contemporaine. C'est aussi le cas d'ailleurs en partie de vos romans. En un peu plus de 200 pages, vous nous dressez un tableau clinique de ce que sont les États-Unis à peine presque un mois jour pour jour de la prochaine élection présidentielle. La première partie de votre livre commence sur un paradoxe que vous détaillez. C'est-à-dire que d'un côté, on a une première puissance mondiale qui continue de l'être, qui continue d'être attractive et puissante, mais où de l'autre, les habitants ordinaires, dans leur vie quotidienne, voient justement leur existence de plus en plus dégradée. Et vous rentrez vraiment cliniquement dans les sujets, santé, armement, crise des opioïdes, inégalités socio-économiques, l'affaissement du tissu social, etc. Et donc vous passez en revue les causes de la souffrance des habitants du pays au quotidien. Ça m'a marqué parce que j'ai eu l'impression, en sortant de la lecture de Nina Léger, que j'avais vu comment la conquête de l'Ouest et l'émergence de la puissance américaine avaient conditionné le désastre climatique actuel. On en parlera. Et on dirait, vous, que vous faites le portrait d'un enfant gâté des 30 Glorieuses. C'est-à-dire qui a grossi, qui a consommé, qui a utilisé jusqu'à l'excès sa capacité à tout acheter, qui a tout permis, y compris l'armement à l'extrême, et qui en paye aujourd'hui le prix fort. C'est la même vision que vous avez des États-Unis ? Non. Non, je ne partage pas tout à fait. Je comprends votre perspective. Moi, je ne pense pas que les Américains, l'Américain ordinaire, soient un enfant gâté. Ce que j'essaie de montrer, en tout cas, c'est que là, dans un pays où on parle beaucoup des différences, même des fractures, des divisions, j'utilise le mot fracture dans le titre du livre, en fait, finalement, on peut penser, quand on est aux États-Unis, qu'on ne partage pas de points de repère en commun avec nos voisins, avec notre opposition politique, avec nos oppositions qui est devenue adversaire, mais que finalement, il y a une sorte de socle de souffrance finalement qui constitue des points de repère. On n'a pas besoin d'être démocrate ou républicain, conservateur ou progressiste pour subir justement la question de la culture alimentaire qui est très toxique, qui mène à l'obésité. Parce que là, typiquement, on peut consommer très très facilement la nourriture grasse, calorique, etc. Mais il y a aussi, c'est pas simplement la question de la responsabilité de l'individu. Il y a un écosystème de politique publique qui en joue derrière. Sur les opioïdes, c'est aussi un fléau incroyable, c'est un play de l'Amérique. J'aurais pu appeler la première partie les plays de l'Amérique, d'ailleurs, j'ai failli le faire. Parce qu'il y a plus de 200 personnes tous les jours qui meurent des opioïdes. Il y a des milliers même des millions d'enfants qui sont impactés. C'est eux qui paient le prix fort. Le nombre d'enfants qui perdent les parents à la prison, à la mort, qui se voient retirer de la garde parce que les parents sont trop addicts, qui n'arrivent pas à se débarrasser justement de l'addiction. C'est eux qui paient les prix forts. Mais pourquoi on a cette crise-là ? D'où elle est venue ? C'est pas parce que les Américains sont débridés dans la consommation des drogues, c'est parce que finalement, il y a un système sanitaire qui coûte très très cher et que face à la douleur, ce sont des produits légaux, les opioïdes, des médicaments qui ont été prescrits par des médecins parce que c'était moins coûteux que le kiné, l'ostéo, etc. Et donc finalement, on trouve une industrie médicale effectivement qui donne des raisons, des incitations aux médecins de les prescrire, et puis le système de santé qui mène à ça. Et ensuite, on a des individus, pour ceux qui peuvent se permettre même de payer ces drogues-là, qui en deviennent addicts. Donc en fait, je prends juste 2 exemples sans faire tout le tableau, mais en fait, ce que je trouve très intéressant, c'est que à l'issue de ces différents phénomènes, on voit qu'il y a plusieurs choses. C'est que ce sont des souffrances désormais qui font système. Difficile d'échapper, même si on veut. Il y a aussi dans tout ça, le leitmotiv, c'est que cette prochaine génération que je révisite à la fin, les jeunes, les enfants, ils paient le prix le plus fort de toutes ces souffrances. Et que finalement, il y avait aussi quelque chose que j'ai trouvé vraiment très intéressant. C'est que finalement, les Américains en général, moi, je vis à côté de vous et je vois que vous avez la nouvelle voiture, vous avez une piscine, vous avez l'air de bien vous habiller, de bien vous nourrir. Et moi, je sais que j'ai une dette médicale écrasante. J'arrive difficilement à payer la voiture, mais je peux accéder facilement à un crédit bancaire pour en avoir. Mais en fait, finalement, tout le monde est dans une forme de performance de la réussite et que derrière,
chacun a un peu sa honte ou sa crainte justement de ne pas vivre aussi bien que son voisin. Donc en fait, je dirais pas forcément que ce sont des enfants gâtés de ces 30 glorieuses, mais je dirais qu'il y a une forme de dérive, de dérèglement qui aujourd'hui réfléchit également l'échec des politiques publiques et qui mène à une souffrance qui a des expressions politiques très très fortes, et on peut en parler sans doute, mais en tout cas oui, je voulais vraiment dresser le tableau de l'Amérique vécue par un Américain, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il craint, qu'est-ce qui le touche dans son corps, qu'est-ce qui touche dans son portefeuille, et par rapport à sa vision de ce qu'il peut espérer lui pour son avenir et celui de ses enfants. Et des Américains qui sont extrêmement seuls. J'ai été marqué par le chapitre où vous revenez sur la destruction progressive du tissu social américain avec des citoyens qui sont de plus en plus seuls. Absolument. Oui, absolument. Et d'ailleurs, j'étais frappée moi aussi, c'est-à-dire que quand j'ai écrit cette partie-là, j'étais frappée de constater à quel point ce tissu-là s'est affaissé. Il y a bien des années, Robert Putnam, un grand sociologue, a écrit un livre qui s'appelle Bowling Alone, donc en fait faire du bowling tout seul, parce que en fait le bowling c'était toujours le sport, le loisir de la classe moyenne, typique aux États-Unis qu'on fait en équipe, donc on fait avec nos voisins, avec nos collègues, etc. Donc il a commencé à dresser le portrait d'une Amérique de plus en plus seule, mais ces tendances-là ne font que s'exacerber. Pardon, je fais toujours le. Et en fait, on mesure aujourd'hui les taux de dépression, d'isolement, même de suicide qui ne cessent de grandir. Et donc finalement, si vous prenez le barrage de difficultés auxquelles les Américains vraiment ordinaires font face, vous avez la question sanitaire, la question des armes, la question de l'alimentation. Et en fait, finalement, toutes ces différentes souffrances-là, vécues tout seul, assumées tout seul, mènent à l'éloignement, à du temps plus passé ensemble en collectif, mais passé vraiment dans son foyer et là encore peut-être tout seul. Et en effet, on voit des taux d'incidence de dépression qui touchent de plus en plus d'Américains, quelle que soit la couleur de peau, quel que soit le genre de l'âge, et qui mènent en effet à des tendances assez tristes finalement. Vous chroniquez aussi un peu plus loin dans l'ouvrage les tensions politiques qui divisent les États-Unis. Et la question des minorités, notamment, est centrale dans votre ouvrage. Et vous rappelez que ces minorités seront majoritaires en 2045, c'est-à-dire la population non blanche, ce qui crée une forme de panique d'une partie de l'électorat qui a bien réussi à sédimenter et à incarner politiquement Donald Trump. Et surtout, vous revenez, ça m'a intéressé, sur la différence de nature entre les mouvements d'émancipation de ces minorités dans les années 60 et 70, noirs américains, hispaniques, femmes, homosexuels, et ceux que traverse l'Amérique actuelle et qu'on connaît bien à travers des phénomènes comme Black Lives Matter ou MeToo. J'aimerais que vous reveniez sur cette différence de nature. Oui, alors, en effet, je voulais consacrer une partie à la question, entre guillemets, identitaire, parce que c'est aussi une question qui préoccupe des Français. Enfin, c'est un sujet qui intéresse, en tout cas. Et c'est vrai que c'est assez important comme sujet dans le paysage américain aujourd'hui. Et en fait, pour comprendre les prises de position de MeToo, de Black Lives Matter, en fait, il fallait aller un petit peu plus loin dans l'histoire. Et donc, je commence dans les années 60-70 avec le mouvement des droits civiques, comme précurseur justement au Black Lives Matter. Et puis je regarde aussi les mouvements féministes, notamment pendant cette même période, comme précurseur à MeToo aujourd'hui. Et puis c'est effectivement dans cette partie un petit peu historique de contextualisation où on peut voir en effet d'où surgit justement la question des communautés aux États-Unis. Parce que c'est un pays qui reconnaît le droit des minorités, qui reconnaît les communautés. Et en fait, finalement, ce qu'on voit, c'est que c'était vraiment le mouvement des droits civiques avec la réclamation de l'égalité dans les yeux de la loi, finalement, l'égalité juridique, légale, etc., qu'on avait vu naître d'autres mouvements des communautés. C'est-à-dire l'identité hispanique n'était pas une identité politique formelle avant. Il y avait des portoricains, notamment sur la côte Est. Vous aviez des populations mexicaines à la côte Ouest qui partageaient des enjeux en commun, mais qui n'étaient pas forcément en lien. Et ils avaient vu ce qui se passait avec la communauté des Noirs qui se sont organisés autour de ces revendications face à la loi. Et ils avaient commencé à avoir des discussions, des ponts entre eux, en se disant il va falloir qu'on s'organise pour faire valoir aussi nos droits, notre égalité. Parce qu'il y avait des problématiques partagées, même s'il y avait des milliers de kilomètres qui séparaient ces personnes-là, d'accès inégal aux études, de chômage, de pauvreté.
Et on avait vu quelque chose de très comparable avec les Asiatiques aux États-Unis. C'est tellement vaste de dire asiatique, ça couvre un espace assez colossal. Mais là encore, c'était une volonté de se faire reconnaître politiquement, toujours dans la lignée du mouvement des droits civiques. Et donc voilà, il y avait à ce moment-là cette réclamation, cette envie d'exister pleinement, comme j'ai dit, politiquement. Et de dire, c'est très sympa la promesse américaine, mais maintenant il faut des politiques, il faut des moyens pour faire face à des problématiques qui touchent nos communautés particulièrement. Et puis les femmes aussi, avec évidemment le mouvement féministe, notamment des années 70, qui a abouti dans la prise en compte légale de l'égalité salariale, de la non-discrimination au moment de l'embauche. C'était des promesses légales. Et puis ce qu'on voit aujourd'hui, c'est deux mouvements notamment, le Black Lives Matter et MeToo, qui voient les limites des politiques identitaires. Ils ont dit, mais on a l'égalité salariale inscrite dans la loi, mais néanmoins, ça n'existe pas réellement pour toutes les femmes. On a la non-discrimination à l'embauche, mais néanmoins, on peut se retrouver discriminé par la couleur de la peau. Mais il y avait quelque chose de particulier aussi qui s'est passé à ces moments-là, et puis au sein de ces mouvements, c'était aller au-delà de la question légale, et de se dire, mais malgré l'existence de ces politiques-là, on subit toujours des violences, y compris corporelles. Et donc, si vous regardez le lancement, en tout cas l'éclatement, je ne sais pas, le surgissement de Black Lives Matter sur la scène nationale, c'était en réponse à quoi? Des incidents de violence, voire de décès sur les hommes et les femmes noires, particulièrement les hommes, mais pas que, sous les mains des officiers de la police. Qu'est-ce qui a déclenché le mouvement MeToo, qui était un mouvement qui existait, mais voilà, pas aussi amplement que cela? Il y avait deux choses, et j'en parle dans le livre, c'était l'élection de Donald Trump. Malgré le fait d'avoir été enregistré en se vantant des agressions sexuelles commises contre des femmes, et puis peu après, l'éclatement de l'affaire Weinstein, donc un peu un agresseur qui faisait système en Hollywood, qui avait beaucoup de pouvoir et toute impunité. Et donc, on avait vu ces mouvements-là qui montraient qu'on peut être une femme très puissante, mais ça ne nous protège pas du harcèlement dans la rue, dans notre emploi, dans notre domicile, voire pire. Et donc, c'était un petit peu un angle différent par rapport à ces mouvements émancipateurs qui se sont retrouvés un petit peu à l'arrêt. Mais en tout cas, là, on voit en effet aujourd'hui, ce sont des jeunes, et pas que des jeunes, c'est aussi des personnes de toutes les générations qui disent le travail n'est pas accompli. Alors au-delà du désastre, de la dégradation de la vie quotidienne des Américains et des fractures politiques qui détruisent le pays de l'intérieur, les États-Unis ne sont pas épargnés par le désastre climatique actuel. Et c'est l'un des sujets de votre roman, c'est même peut-être le sujet de votre roman, Nina Léger, où l'on navigue entre incendie, inondation et, on en a parlé, utilisation à outrance des matières premières. En quoi l'exemple de la Californie est un territoire qui montre de manière saillante la réalité du changement climatique aux États-Unis? Je pense qu'il permet de comprendre deux choses. Il y a un effet d'urgence, c'est que donc, la région d'Auroville où j'étais, c'est celle dont on entend parler maintenant chaque été et de plus en plus loin dans l'automne, avec ce mot nouveau qui est arrivé, qui est donc celui des méga-feux. Et donc effectivement, le roman commence, il y a une sorte de double début, à la fois on arrive à Auroville en 1848 quand on y trouve de l'or, et en même temps, il y a donc ce personnage dont vous avez parlé tout à l'heure, qui s'appelle Théa, et qui, elle, en 2020, doit fuir Auroville devant la progression d'un méga-feu. Il y en a encore eu un cet été, le Park Fire. Des habitants d'Auroville ont dû être évacués, et donc il y a ces événements climatiques. Mais ce qu'on voit aussi, particulièrement en Californie, c'est combien il y a quelque chose d'humain là-dedans. C'est pas uniquement une affaire de climat. On le voit puisque la Californie les forêts californiennes ont toujours brûlé, mais pas à cette ampleur. C'est ce que je dis au début du livre, le méga-feu n'est pas une catastrophe naturelle, c'est une catastrophe humaine. Au contraire, justement, avant l'arrivée des colons, les forêts vivaient et survivaient par le feu, parce que le feu ne brûlait pas tous les arbres. Mais ce qu'on voit, c'est comment un certain rapport au territoire, qui a justement débuté avec la ruée vers l'or, l'a fragilisé et l'a rendu susceptible de laisser comme ça le feu courir et tout ravager.
Et ce qui a aussi été accentué, c'est les phénomènes de sécheresse. Parce qu'en fait, la Californie s'est construite, la Californie donc, est cet État qui abonde en eau au nord et est relativement sec au sud. Mais dès lors qu'il y a eu une occupation par donc, les colons, l'abondance a été qualifiée d'excès, c'est-à-dire c'était trop, puisqu'on était inondé quand il y avait des crues, et le peu d'eau a été qualifié de manque. Ça manquait d'eau. Or, il s'est trouvé que la majorité de la population allait s'installer au sud. Et donc, la Californie a utilisé toutes les techniques qui avaient été inventées par les chercheurs d'or, ont peu à peu été déployées, l'échelle a augmenté pour que l'homme puisse corriger. C'est vraiment le terme qui est employé, corriger ce défaut de la nature. C'est aussi le mot qui est employé, et faire descendre l'eau du nord vers le sud. Et là, Los Angeles s'est mis à boire des lacs entiers qui ont été asséchés, etc., etc. Et là, donc, il y a eu cette phase de maîtrise, et on arrive au moment où, en fait, on s'aperçoit qu'en maîtrisant, on a déréglé ce qu'on appelle aussi ces fameux effets du donc dérèglement climatique, qui n'est pas quelque chose qui tombe uniquement sur les civilisations, mais qui a été, en l'occurrence ici, entièrement produit par une fragilisation du territoire liée à ses usages. On en arrive à des absurdités comme, alors, on est dans le Nevada avec Las Vegas, mais où on a construit en plein désert une ville qui vit par justement l'exploitation de ressources naturelles qui sont lointaines. Alors il faut quand même chercher des motifs d'espoir, et Julia Mali, vous allez nous aider. Vous avez vécu aux États-Unis, vous êtes intéressé à la culture américaine. C'est vrai qu'en lisant vos différents livres, je me suis demandé si la force de l'Amérique, là où elle pouvait trouver sa capacité de résilience, c'était pas justement dans sa culture, parce que elle a finalement toujours chroniqué, la culture américaine, de manière critique, sa propre actualité. Et plus que toutes les autres puissances mondiales, elle a peut-être toujours trouvé en direct. Ça m'a toujours marqué, par exemple, que de manière, quelques années seulement après la guerre du Vietnam, on avait Platoon, Apocalypse Now, Good Morning Vietnam, Full Metal Jacket, etc. Alors qu'il a fallu 40 ans pour avoir la première œuvre critique sur la guerre d'Algérie en France. Au contraire, les États-Unis ont cette capacité de se chroniquer eux-mêmes. Est-ce que c'est un motif d'espoir? Est-ce que dans la culture américaine aujourd'hui, il y a motif à trouver un espoir pour les États-Unis? Ben oui, oui, je l'espère. Et puis de toute façon, une vie sans espoir, je pense que c'est absolument pas quelque chose qu'on puisse envisager. Mais je pense qu'aux États-Unis, ce qui est intéressant et ce dont je pense qu'on parlait toutes les trois, c'est la pluralité des voix. Et on parle d'une culture américaine, mais je pense qu'on peut parler de culture américaine au pluriel et qu'il y a une véritable force là-dedans. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir le côté extrêmement réflexif, enfin en tout cas la rapidité avec laquelle certaines œuvres sont produites comme critique d'événements. Moi j'ai traduit il y a quelques années le texte d'un vétéran qui avait combattu en Afghanistan et qui lui dans son mémoire s'interrogeait sur le fait même d'écrire sur la guerre. En fait, dans quelle mesure est-ce que finalement tous ces récits-là propagent qui prétendent en fait finalement dénoncer une violence vont la propager. Et c'est très intéressant de voir ce mécanisme-là, cette auto-réflexion finalement et cette auto-critique où moi je trouve que oui, il y a beaucoup d'espoir là-dedans. Et puis quand on voit la force de tous les mouvements que vous évoquiez, Amy, enfin, je pense qu'il y a toutes ces voix-là qui se font entendre de manière de plus en plus puissante. Je me souviens, j'étais aux États-Unis quand Trump a été élu en 2016. Le lendemain, l'université était en deuil. C'est-à-dire que moi, notre prof de fiction nous a dit « Aujourd'hui, on ne fait pas cours dans notre salle habituelle, vous venez à la maison. » Et on s'est tous retrouvés à échanger nos textes. Et elle nous avait distribué une petite carte de Toni Morrison avec une citation qui disait « Ces moments justement où les artistes se mettent au travail. Il n'y a pas une minute à perdre. » Et en fait, dans cet instant-là, il y avait énormément d'espoir. En fait, c'était un très joli par rapport à la catastrophe qui semblait s'abattre sur le pays. C'est intéressant parce que justement, vous en parlez de cette question des vétérans, de la figure même du vétéran dans la vie politique américaine, et aussi sur la brutalisation
et l'ultra-violence de la société américaine. Est-ce qu'il y a un lien entre cette... il y a eu la fin des guerres en Irak, en Afghanistan, le retour de beaucoup de vétérans qui ont vécu au quotidien des scènes atroces. Est-ce qu'il y a un lien entre cette présence de beaucoup de vétérans et leur idéalisation dans la vie politique américaine et cette brutalisation de la société? C'est une question très très complexe. En effet, le vétéran occupe une place très particulière dans la société américaine, comme vous avez dit, qui est très respectée, qui est considérée comme une incarnation toute particulière du patriotisme, d'une personne désintéressée dans le sens le plus positif du terme. Donc c'est vrai que la figure du vétéran est très respectée, mais il faut faire attention aussi, et c'est ce que je dis dans le livre, je raconte l'histoire des vétérans de l'après 11 septembre 2001 maintenant, parce que c'est une génération de vétérans qui a été déployée souvent plusieurs fois. C'était aussi c'était une période de guerre en permanence où on avait vu les parents envoyés au front de guerre et puis après leurs enfants à l'âge d'adulte aussi envoyés en guerre. Donc on a des vétérans multigénérationnels au sein des mêmes familles avec des enjeux de santé mentale qui vont avec. Je ne sais pas s'il y a un lien direct entre pas l'idéalisation, mais en tout cas le respect total du vétéran et la brutalisation de la société. Je pense que ce que je retrouve davantage dans cette société brutale, je vais retrouver peut-être davantage la présence des armes. Et là encore, c'est une question de politique publique qui permet d'avoir plus d'armes que de citoyens américains, qui permet à des millions d'enfants chaque année de vivre pour la première fois dans un foyer avec armes. Et puis, qui dit présence d'armes, dit aussi la possibilité de voir la violence faite avec cette arme augmenter. Donc je dirais qu'il y a peut-être quelque chose de plus signifiant ou significatif dans la présence et la politique autour des armes. Dans la brutalisation de la société, il y a aussi des facteurs politiques de polarisation. C'est quelque chose qu'on voit s'aggraver aussi depuis maintenant 2017. Mais bon, c'est vrai que la figure du vétéran, la place du militaire dans la société, le militaire qui reste l'institution inspirant le plus de confiance, même si ce taux de confiance est en baisse également, comme pour toutes les autres institutions. C'est vrai que ça montre la place particulière de la guerre, mais en même temps, on parle de ce paradoxe des États-Unis, et en effet, vous avez parlé de ces films. J'en parle effectivement dans mon livre, parce que chacun de ces films de guerre que vous venez de citer incarne un rapport très particulier de l'Amérique avec la guerre, et ce que la guerre provoque chez les personnes qui sont obligées de la commettre, de la faire. Et donc, il y a à la fois cette fascination avec la figure du vétéran, mais en même temps, il y a aussi de la réticence par rapport aux engagements militaires à non plus finir. Et là, on voit aujourd'hui une population américaine qui souhaite une supériorité militaire de son pays, mais qui ne souhaite pas non plus voir des engagements sans fin, sans objectif clair et sans calendrier un petit peu plus fixe. Il y a un point commun entre vos deux livres, vos deux romans, Julia Mali et Nina Léger, on en parlait un peu avant, c'est la place des femmes. Vous avez toutes les deux en grande majorité dans vos livres des personnages, ou en tout cas des grandes figures féminines. Je me tourne vers vous, Julia, mais j'aimerais aussi, Nina, que vous me parliez justement de cette place des femmes, vu que vous êtes allée sur les lieux d'où se passent vos romans. Comment cette mémoire des paroles féminines, de la condition féminine, est-elle transmise, existe-t-elle sur la place de la femme, justement, passée et présente aux États-Unis. Alors moi, ce qui m'a vraiment profondément marqué quand j'ai commencé à faire des recherches sur ces femmes, c'était le silence des archives. C'est-à-dire que quand on est une femme, au XVIIIe siècle, on est vraiment confiné à l'espace domestique. Et donc rien que ça, en fait, c'est une autre écriture. C'est une écriture d'espaces qui n'ont rien à voir avec les grands romans d'aventure, de point de vue de ces hommes qui vont explorer, qui vont aussi massacrer, détruire, comme on le rappelait. Mais c'est aussi bien une autre... Petit écho désagréable. Ouais, c'est mieux. Ok. Merci. C'est donc aussi bien au niveau de l'écriture qu'au niveau de la recherche, où j'ai été frappée de trouver si peu
si peu de choses. C'est-à-dire que cette liste de passagères que j'évoquais tout à l'heure, on a les noms de ces femmes, les prénoms, et puis les âges. Et alors les âges, il faut imaginer que les femmes qui étaient envoyées en Louisiane, choisies par la directrice de la Salpêtrière, une femme qui gérait donc cette institution-là, avait entre 12 ans et même pas 30 ans. Donc certaines d'entre elles étaient véritablement des enfants. Et je suis assez rapidement entrée en contact avec l'un de leurs descendants qui, lui, avait compilé toutes les informations qu'il avait pu trouver sur ces femmes dans un court ouvrage. Et on avait un peu ces petites fiches biographiques. Et certaines d'entre elles, en fait, étaient bouleversantes parce que il avait donc indiqué le prénom, le nom, l'âge, et puis quand il n'y avait aucune autre information, il avait ajouté quelques lignes que moi je trouvais profondément troublantes, où il disait « Si vous avez la moindre information sur cette jeune femme, contactez-moi ». Et on aurait moi j'avais l'impression de lire en fait des avis de recherche de personnes disparues, enterrées par les siècles, et où là on parlait d'espoir. Eh ben, l'espoir était vraiment très très mince de retrouver la moindre information sur qui ces femmes avaient pu être. Et c'est là où je trouve que le roman, que la fiction en fait peut prendre en charge peut-être cette zone grise entre le réel et l'imagination, et tout en s'appuyant sur des faits, sur des recherches, imaginer, en tout cas faire une proposition de ce que ça a pu être qu'être femme française en Louisiane au début du XVIIIe siècle. Et donc comment est-ce qu'en tant qu'autrice on trouve la juste mesure entre réel et invention. Je sais que tu as des choses passionnantes à dire. Oui, ça me donne très envie de poursuivre. Mais pour poursuivre sur ce que tu disais, il y a un concept que j'aime énormément qui a été forgé par une femme qui s'appelle Saidia Hartman, elle écrivait sur l'esclavage et voulant écrire au plus proche du point de vue des personnes réduites en esclavage, elle s'est aperçue que si elle ne s'appuyait en bonne méthode historique que sur les archives, elle ne pouvait raconter qu'une histoire de la violence exercée ou que des silences. Et donc, elle a déployé le concept de fabulation critique, dans l'idée il y a des moments où il faut inventer, essayer d'écrire ce qui a pu être, parce que si on se contente de ce que les archives nous disent, eh ben en fait, on dit ce qui a été, mais on laisse toute une partie de l'histoire sous silence, et donc finalement, on déforme. Et cette chose-là m'intéresse beaucoup, et curieusement, ça a été aussi un principe un peu actif dans mon livre, parce que j'y suis une femme que j'admire énormément, qui est une écrivaine et aussi qui a écrit énormément d'essais, qui s'appelle Ursula Kroeber-Le Guin, qui a une place dans le roman où elle est déplacée, et qui est quelqu'un elle était fille d'anthropologue, ça compte beaucoup, fille d'anthropologue spécialiste des populations natives californiennes. Et elle a beaucoup réfléchi à la façon dont on raconte les histoires et comment, en fait, si on raconte les histoires en se basant uniquement sur les traces qui subsistent, il y a plein d'existences, notamment celles des femmes, qui sont passées sous silence. Et donc, parfois, inventer peut permettre une reconstitution qui, certes, utilise la fiction, mais qui, parfois, invente plus juste ou en tout cas plus large. Et je sais que c'est dans les romans, c'est une chose qui m'intéresse, revenir vers des histoires qu'on a racontées, qu'on connaît ou qu'on pense connaître. La rue vers l'or, mais déplacer légèrement le point de vue depuis lequel on raconte cette histoire, et s'apercevoir combien tout change quand on modifie le point de vue. C'est pour ça aussi que je voulais tout de suite, dès le départ, que ce soit l'histoire d'un passé, mais que ce soit tout de suite présent dans le roman, comment ce passé résonne au présent, pour voir cette histoire se transformer, pour pas avoir uniquement les faits, mais une chambre d'écho plus importante. Et c'est quelque chose qui, comme écrivaine, on parlait de raison d'espérer, mais en tout cas, cette idée de, si on change le point de vue, une histoire dite 1000 fois peut livrer un autre message, c'est quelque chose qui me donne de l'espoir. Aussi, l'idée que peut-être en changeant les points de vue, en apprenant à raconter les histoires un peu différemment, les histoires ont tellement d'influence sur les sociétés que peut-être qu'on peut un peu modifier les sociétés. Un peu. Avant de passer aux questions du public, j'ai une dernière question pour vous, Amy Green, qui nous replace dans l'Amérique contemporaine, au voir d'ailleurs, puisque
Vous avez toute une partie où vous revenez sur la responsabilité des institutions des États-Unis, qui justement ont très peu bougé par rapport à la fin du XVIIIe siècle, dans les phénomènes actuels de polarisation, de minorités, etc. etc. Vous montrez en fait à quel point les institutions représentatives et les modes de scrutin eux-mêmes créent une forme d'inertie, voire des absurdités démocratiques. Oui, c'est un système binaire. Parce on peut avoir plusieurs partis politiques, mais il n'y a que deux finalement qui comptent. Et puis, ce sont des institutions majoritaires, mais qui accordent une très forte puissance aux voix minoritaires dans le sens politique. Initialement, c'était conçu justement pour protéger contre des dérives autoritaires potentielles, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas, une tentative de reprise totalitaire, en fait, finalement. Et en fait, cette question institutionnelle est assez paradoxale parce que d'un côté, ce sont des institutions extrêmement stables, extrêmement solides, dans une historique ou une histoire politique qui a su toujours amender le passé. C'est-à-dire que même dans la Constitution, on a une Constitution qu'on utilise depuis la fondation du pays, mais on a modifié quand même. Mais on ne supprime jamais ce qui était dans le passé, on amende. Et donc, on laisse le texte original et on ajoute le texte qui vient contrer ou modifier le texte initial. Ce qui est, en termes même de perspective, très intéressante. Mais en tout cas, cette question institutionnelle, c'est vrai que ça peut paraître paradoxal parce que cette stabilité-là nous garantit une démocratie, en effet, aussi stable et qui dure. Mais en même temps, on voit aujourd'hui que des dérives font en sorte que on peut se poser la question de savoir si les institutions réfléchissent réellement dans leur conduite la réalité de la société américaine dans ses évolutions. Parce qu'il y a des phénomènes qui sont à l'origine du peuple américain et puis des réponses institutionnelles. Pour donner un exemple, depuis les années 70, avec l'augmentation dans les études supérieures, avec l'urbanisation, avec la mobilité géographique, on constate que les Américains, ils avaient pour la première fois presque la liberté de bouger, de ne pas rester là où ils sont nés. Et donc, ceux qui avaient des diplômes, qui étaient intéressés par des emplois qui se trouvaient plutôt dans les villes, ils allaient vers les villes. Et petit à petit, le peuple américain s'est trié en fonction de ses idées parce que finalement, dans les villes, ils ont retrouvé peut-être plus de diversité qui pouvait mener également à plus de diversité politique et à des idées peut-être progressistes. Et donc, ça explique, c'est une des raisons qui explique pourquoi on va retrouver en effet les deux côtes, Est et Ouest, assez démocrates, même si, là encore, il y a beaucoup de républicains. Partout, c'est très, très diversifié. Et qu'au milieu, on va retrouver des États peu peuplés, mais très conservateurs. Et les institutions, la réponse institutionnelle est toujours la même. Donc, même si on a des pics de population sur les deux côtes, la réponse institutionnelle, c'est toujours de se dire, eh ben, en fait, oui, le collège électoral élit le président et pas les citoyens. Et donc, l'attribution du pouvoir fait en sorte qu'on va protéger la position de ces petits États qui occupent énormément de surface contre les grands États sur les côtes. Et la conséquence de ça, typiquement, c'est en 2016, Hillary Clinton a gagné plus de 3 millions de votes de plus que Donald Trump, mais elle a perdu l'élection présidentielle dans 3 États avec 80 000 votes de moins. Et donc, en effet, il n'y a pas un vrai débat qui consiste à refaire des institutions. Il y a quand même un débat sur le collège électoral. Mais en effet, la question institutionnelle, c'est à la fois une source de stabilité, mais aussi de stagnation et de frustration de plus en plus. Vous dites qu'en 2040, c'est demain. 70% des Américains vivront dans les 15 États les plus peuplés. Oui. Ce qui fait que plus de 2/3 de la population américaine seront représentés par seulement 30% des sénateurs. Absolument, parce que la règle des sénateurs, c'est chaque État a 2 sénateurs. Et donc en Californie, il me semble que la population, c'est quoi, autour de 30 ou 40 millions, j'ai oublié, c'est dans le livre, pardon. Mais ça veut dire que les 2 sénateurs ont une charge particulière, alors que dans le Montana, avec sa population de 500 000, on voit que ce n'est pas du tout le même poids. Et donc en effet, le Sénat, c'est particulièrement inégalitaire en termes de répartition du pouvoir. La Chambre des représentants l'est un peu plus, mais là encore, on a d'autres dérives qui font que c'est pas si simple que ça. Mais en tout cas, oui, cette question institutionnelle se pose de plus en plus forte dans le paysage américain.
Il nous reste 10 petites minutes pour prendre des questions du public. Alors je ne sais pas s'il y a un micro qui est prévu, sinon, monsieur, je vous propose de parler d'une voix forte et assurée. Merci. Mesdames, une chose qui étonne dans vos propos, c'est que personne n'a évoqué l'emprise religieuse particulière dans ce pays. Vous n'avez pas dit un seul mot. Sauf que vous avez évoqué assez elliptiquement le puritanisme, mais c'est à peu près tout ce que j'ai entendu. Alors, je voudrais que vous précisiez quels sont les malheurs de ce pays qui sont dus à cet excès religieux. Merci de votre réponse. Vous vous sentez, si vous voulez compléter J'ai des choses à dire. Oui, ok. Oui, en effet. Peut-être Et Nina, deux, vous pourrez trois compléter. choses. C'est, Ah, voilà. ok. Eh ben, Pour le nickel. sujet Ça des livres, là. tombe, ça Donc, tombe bien allez. parce que là, je peux raconter Ça en parle. 10 heures. Non, allez, c'est parti. Non, en fait, c'est 10 vrai. minutes plutôt qu'heure. On va écouter. En fait, c'est vrai que la question religieuse est fondamentale aux États-Unis. En effet, là, je peux parler peut-être des réponses actuelles et des évolutions dans la question, parce que c'est vrai qu'on parle de l'identité WASP, donc blanc, anglo-saxon, protestant, qui était vraiment le marqueur historique de l'identité américaine. Aujourd'hui, c'est en train de s'effriter. C'est plus du tout la même composition démographique. C'est une société en pleine sécularisation, de plus en plus. Mais néanmoins, ce que je trouve très intéressant dans cette question religieuse, c'est que face à la sécularisation de la société, il y a quand même une contre-réponse religieuse qui est de légiférer les valeurs religieuses au travers justement ces mêmes institutions. Donc typiquement, si on prend l'IVG, l'opinion publique très majoritairement soutient ce droit. Voilà, donc c'est assez acquis dans l'opinion publique, mais néanmoins, on voit la Cour suprême avec plusieurs juges très conservateurs, notamment nommés par Donald Trump et par d'autres présidents républicains avant lui, ont voté en effet à enlever ce droit fédéral pour envoyer la responsabilité dans chaque État. Et si c'est un État plutôt libéral, il y aura un droit, aucun souci. Et puis dans les États conservateurs, il y a plutôt des interdictions ou des restrictions très fortes. Et donc finalement, ça c'était un moment extrêmement important dans l'histoire récente des États-Unis. Et on a effectivement dans certains États conservateurs, notamment des gouverneurs qui se disent, au nom de la religion, en effet, c'est parce que c'est notre foi qui compte plus que tout. Et donc c'est pour ça qu'on propose la définition d'un être humain à partir de la conception. Et c'est pour ça qu'on va aller chercher l'interdiction ou la restriction la plus forte. Et donc, on voit en effet que ça vient frotter en friction avec l'opinion publique qui n'est plus tout à fait là-dedans. On a aussi la présence de la religion sur d'autres sujets, j'en arrête là. Mais typiquement, il y a des entrepreneurs dans les États aux États-Unis qui se disent, qui portent plainte contre l'État et autres, parce qu'ils disent, moi, entrepreneur de confession catholique, par exemple, je ne veux pas servir des couples homosexuels parce que c'est contre ma foi. Et l'État ne peut pas, au titre de la non-discrimination, m'obliger de rendre service payant à ces clients-là. Et dans plusieurs cas, la Cour suprême leur donne raison. Et donc, on voit en effet la présence de la religion, c'est un petit peu partout. Il faut savoir que la tendance générale, c'est la sécularisation progressive, avec une contre-réponse politique qui est ancrée justement dans la religion. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ? Il y en a deux. On peut presque les prendre à la suite, comme ça, c'est parfait. Allez-y, monsieur. Allez. C'était sur le... J'aimerais bien avoir votre avis sur le thème de la créolisation des États-Unis. Parce que quand j'étais jeune, on apprenait que les taxis étaient jaunes à New York et on apprenait également que c'était le pays du melting pot. Et je trouve que ce qui est frappant aux États-Unis, c'est de voir à quel point justement les ethnies se sont mélangées, volontairement ou contraintes d'ailleurs, comme ces femmes dont les gènes continuent d'exister là-bas, comme également bien sûr les populations africaines qui n'ont pas choisi d'aller aux États-Unis pour leur plaisir. Mais ma foi, ce qui est frappant, quand on regarde par exemple la salle ici, c'est l'homogénéité ethnique que nous avons dans cette salle. Et ce qui est frappant aux États-Unis, c'est le melting pot, c'est à quel point les gens sont mélangés. D'ailleurs, je trouve qu'il y a une grande naïveté chez les Américains de s'imaginer complètement blanc ou complètement noir, alors qu'en vérité, on trouve chez eux les ethnies du monde entier. Voilà, c'est-à-dire c'est quand même frappant de voir Obama, de voir Tiger Woods, de voir ces gens-là qui sont finalement un peu comme chez nous à La Réunion, des 4 continents. Et du coup, la question que je me pose, c'est est-ce que cette
créolisation américaine, c'est pas justement l'avenir de l'humanité, quoi. C'est une très bonne question. On va en prendre une deuxième, si vous pouvez passer le micro. Selon vous, quelle est l'opinion publique concernant le réchauffement climatique des Américains? Notamment, vous parliez de la Californie tout à l'heure, le fleuve Colorado qui s'assèche de façon drastique. Est-ce qu'ils ont conscience de la gravité de cette situation? Alors sur l'une et ou l'autre des questions, selon comment vous vous sentez, peut-être entendre vos trois voix, Nina et puis ensuite Julia. Ce qui était frappant pour moi en Californie, c'est de voir la place médiatique qu'occupait l'eau. J'y étais au moment où nous, on commençait, il y a eu quand même toute une question autour des méga-bassines en France, mais sinon, l'eau n'est pas forcément un sujet, ça occupe de plus en plus. Cette année, il y a eu les inondations dans le Nord. L'année où j'étais en Californie, il y avait eu les méga-bassines, mais ce qui était frappant pour moi, c'était de voir combien, quand j'ouvrais le moindre journal ou que j'allumais la télévision, il y avait un sujet sur l'eau. Il y a beaucoup d'intentions, en Californie en tout cas, dans l'idée d'une conscience, évidemment. C'est un état de sécheresse, donc on ne peut pas ne pas le voir. Ça a des conséquences très, très matérielles et perceptibles par beaucoup de monde. Il y a donc l'intention de changer les pratiques. Par exemple, en allant regarder du côté de la gestion de la ressource en eau telle qu'elle était pratiquée par les populations autochtones avant l'arrivée des colons. Ce qui est frappant, et ça me fera glisser aussi vers votre question, c'est de voir à quel point tout dépend où on se trouve. C'est-à-dire quand j'étais dans les villes, à Sacramento, il y a le Tribal Water Summit où on réfléchit à ces choses-là dans les contextes universitaires. Il y a beaucoup de cours sur comment s'inspirer des pratiques autochtones pour changer les choses. Mais dès qu'on bouge, absolument pas. Et j'ai pas vu les pratiques ne changent pas. Parce que la société est tellement organisée autour, mais comme la nôtre, autour du pétrole et de la consommation, donc il y a vraiment une scission. Et ce que vous disiez sur une population mélangée, c'est frappant aussi. J'étais typiquement donc, en Californie, donc on est sur un des états de la côte, mais à Oroville, qui est donc à l'intérieur des terres, 20 000 habitants, c'est pas du tout mélangé. À Oroville, c'est entièrement blanc, et il y a les rancherias, et il y a les quartiers sud, où là, il y a des populations afrodescendantes, mais il y a quelque chose d'absolument pas mélangé et d'extrêmement conservateur. Donc moi, ça m'obligeait à reconfigurer mon imaginaire californien. Et c'est pour ça que j'aurais du mal à répondre à une question sur comment ils, comme si les Américains pensaient c'est les scissions qui sont... Et ça se voit aussi dans le rapport au passé et à la mémoire. Quand j'étais à Oroville, il y a toujours cette idée de penser l'héritage de l'histoire comme quelque chose de glorieux. Alors que quand j'étais quelques kilomètres plus loin, à San Francisco, le musée d'anthropologie est fermé parce qu'on va faire des restitutions et on efface le nom d'un anthropologue du nom d'un bâtiment parce que même s'il agissait avec les meilleures intentions du monde, on re-questionne. Donc vraiment, il y a des endroits, et en effet, soudain, San Francisco, on va arriver et voir ces endroits très mêlés, très mélangés, avec des formes d'hybridation de pensée. Les universités sont fascinantes parce que on voit des gens, en effet, de toutes origines, de tout parcours, et on voit comment ça se mêle à la culture, avec des motifs conceptuels qui vont mélanger, prendre à différentes sources, et c'est super enthousiasmant, mais c'est vraiment pas partout, me semble-t-il. Julia Mali sur la question notamment de la créolisation. C'est vrai qu'en Louisiane, notamment en Nouvelle-Orléans, c'est une question qui est prégnante. Oui, bien sûr, avec donc des traces des personnes qui parlent toujours français. Mais moi, ce qui m'a vraiment frappée quand je suis retournée en Louisiane pour la promotion de ce roman pour sa version américaine, et ce qui m'avait frappée aussi quand j'y étais allée il y a 8 ans au début de mes recherches, c'est la violence du racisme qui est toujours extrêmement prégnante dans cette ville, mais plus largement dans cet État-là et ailleurs aux États-Unis. Je discutais avec un chauffeur de taxi qui me disait que la police de la Nouvelle-Orléans, quand on l'appelle, elle arrive, ça dépend où a été commis le crime. Si c'est à Tulane University, là où la population est majoritairement blanche, aisée, qui finance elle-même les forces de police de la ville, ils rappliquent, ils envoient 10 voitures. Quand c'est dans d'autres coins de la ville où des personnes racisées vivent, là, il n'y a plus personne. Et donc, je pense que ça dépend, c'est très inégal.
ça dépend vraiment des lieux, et je pense qu'il y a vraiment des appréhensions très très diverses de cette question-là. On parlait d'eau à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, la question c'est un excès d'eau, c'est ces ouragans qui s'abattent sur la côte, la ville qui fonctionne avec un système de pompe, et je pense qu'il y a il y a une immense frustration. Enfin, on voit vraiment la façon dont l'ouragan Katrina enfin, les dégâts immenses qui ont été, qui a ravagé la Nouvelle-Orléans. Maintenant, les prises, elles sont dans les nouvelles habitations, elles sont ici comme dans des bateaux, en fait, au cas où l'eau monte. Et je pense que, en tout cas, moi, quand j'en discutais avec les personnes à la Nouvelle-Orléans, il y a une frustration immense. Bien sûr, il y a la violence de cet ouragan-là, il y a le dérèglement climatique, mais il y a aussi les politiques de la ville qui ne mettent pas en place les infrastructures nécessaires et qui n'entretiennent pas celles qui existent déjà pour protéger les habitants et les habitantes qui sont, elles, confrontées à ces catastrophes naturelles. Amy Green, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, et peut-être, oui, sur la question des ouragans, ils viennent d'être frappés aux États-Unis par l'ouragan Hélène, qui a touché à des endroits à 500, même 700 km de la mer, en fait, des villes entières, des villages entiers qui ont été complètement effacés de la carte à cause des pluies, de cet orage ouragonesque. Et donc, finalement, la question du changement climatique, bien que les politiques publiques ne soient pas égales partout, pour prendre en compte justement cette problématique, les habitants, les citoyens américains, quel que soit le coin du pays, sont de plus en plus frappés, même de façon très dramatique, par des phénomènes qui en découlent. J'aurais adoré prendre d'autres questions, mais on a déjà un peu débordé, je vais me faire engueuler ensuite les amis. Et puis, je sais que les échanges peuvent se poursuivre après, puisqu'elles vont dédicacer les livres. Merci beaucoup à Amy Green, Yana Léger et Julia Mali. Et bonne suite de festival à toutes et à tous. Merci beaucoup, c'est chouette. Une heure, ça passe super vite. Comment courir lentement? Oui, c'est ça. C'est un peu ça. C'est au début, on y va, et puis à la fin, en fait, on se rend compte de